Chers amis, ce sera certainement le dernier débat avant le second tour de la présidentielle, mais pas le dernier débat sur les conséquences de la guerre d'Ukraine, qui continue, comme vous le savez, plus que jamais, avec des ambitions affirmées aujourd'hui par un général, un des principaux généraux russes, de conquérir tout le Donbass et toute la côte de la mer Noire. S'il y a une loi, entre guillemets, parce que ce n'est pas une loi, c'est ce qu'on dit dans les journaux, dans les radios, dans les télévisions, une loi du journalisme qui est insupportable, c'est celle qu'on appelle la loi du mort-kilomètre, qui consiste à dire que plus les morts sont lointains, et moins ça nous intéresse. Et malheureusement, cette loi s'applique de toute évidence à la couverture médiatique de la guerre d'Ukraine. Je ne parle pas là de la couverture sur place des combats, et elle est plus ou moins bonne, mais enfin, c'est le devoir des journalistes et des médias que de l'assurer. En revanche, sur les conséquences de la guerre elle-même, on entend plus parler du prix de l'essence en France et de sa variation que de ce que le secrétaire général des Nations Unies appelle un possible ouragan de famine. Comme Guterres n'est pas un homme extrêmement loquace et qu'il n'a pas l'habitude de faire des phrases, je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette mise en garde récente, qui s'accompagnait aussi plus précisément du risque, disait-il, d'un effondrement du système alimentaire mondial. C'est une citation. Tout cela part évidemment du fait que l'Ukraine, comme chacun le sait, ou l'a appris dans les livres, est un des greniers à blé de l'Europe, et en même temps possède avec ses fameuses terres noires un sol particulièrement propice à la culture des céréales. Il y en a là-bas plus de 42 millions d'hectares consacrés à cette culture. L'Ukraine est le 4e exportateur mondial de céréales, quant à la Russie, c'est le 1er. C'est dire que, selon la FAO, en tout cas l'Organisation des Nations Unies sur les questions alimentaires, les deux États fournissent directement à 36 États dans le monde plus de 50% de leur blé. Du blé des États qu'ils fournissent. Et quand on pense au-delà de la question des clients directs, il y a la menace d'un arrêt des livraisons et à terme d'un arrêt d'une partie de la production même de l'Ukraine. Ce qui provoque déjà une hausse considérable du prix des céréales. Le dernier chiffre que j'ai vu de la FAO, toujours, c'est plus 30% par rapport à l'an dernier. On a même un risque en fait de pénurie mondiale. Selon les informations qu'on a, le trafic de la mer Noire est complètement arrêté. Or, c'est la plaque tournante du commerce des céréales. Et il n'y a pas d'assurance que les cultures puissent reprendre, que les semis soient faits et donc qu'il y ait une production aussi l'an prochain. Parmi les principales victimes de ce phénomène, de cette menace plus que potentielle, figure une trentaine d'États d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient qui dépendent à un très haut niveau de ces exportations ukrainiennes et russes. Par exemple, l'Égypte, le Liban et la Turquie achètent à l'Ukraine et à la Russie plus des 3/4, en moyenne pour les trois, de leur blé. Alors comment expliquer tout ça? Comment expliquer le background, la toile de fond de tout cela? Pierre Blanc, évidemment, très bien placé pour contextualiser un peu cette problématique. Il est, alors ça va être long, excuse-moi, oui, tu peux raccourcir. Beaucoup de casquettes. Donc, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, docteur en géopolitique, enseignant-chercheur à Bordeaux, Sciences Agro et Sciences Po.
Et puis, tu es bien sûr, nos amis le savent, rédacteur en chef de Confluence Méditerranée, la revue de l'IREMO, et tu as écrit beaucoup d'ouvrages sur ces questions des rapports entre violence et production alimentaire, et ressources naturelles de manière plus générale. Je t'avais invité d'ailleurs il y a quelques temps, c'était un des midis dont tout le monde se souvient. Les derniers livres, donc, Terre, pouvoir et conflit, une agro-histoire du monde, aux presses de Sciences Po en 2018. L'invention tragique du Moyen-Orient, avec Claire Levasseur chez Autrement en 2017. Proche-Orient, le pouvoir, la terre et l'eau. C'était avec Jean-Paul. C'était. Non, l'invention tragique, c'était avec Jean-Paul. Ah, alors j'ai recopié bêtement la présentation. Désolé. Et tu viens de publier avec Jean-Paul, ça ne fait pas de doute, ça, Le rendez-vous manqué des peuples chez Autrement, donc en 2022. Alors la règle du jeu t'est connue, elle est connue aussi des amis qui sont ici et de ceux qui nous suivent en ligne. Tu as 35-40 minutes pour exposer tout ça, parce que ça suppose quand même d'entrer dans le détail et la finesse des choses. Et puis ensuite, ça nous laisse 45 minutes, disons, pour débattre entre nous et avec les amis qui nous suivent sur Zoom. C'est ça. Voilà, je te donne la parole. Bon, mais merci beaucoup, Dominique, pour cette introduction avantageuse à mon endroit. Et puis, tu as dit beaucoup de choses sur ce que je vais dire. Je vais simplement développer les grandes lignes de ce que tu as dit, c'est-à-dire revenir dans un premier temps sur ce grenier mondial qu'est la mer Noire. Je pense qu'il faut faire un retour un peu précis là-dessus, et c'est la première partie de ce que je aborderai maintenant, c'est-à-dire c'est une forme de géohistoire de ce grenier. Parce que si on mesure, comme tu le disais, tu reprends les propos du secrétaire général de l'ONU qui considère qu'il y a un risque d'ouragan de famine, à partir de cette crise, cette guerre en Ukraine qui concerne la Russie évidemment, c'est parce que ce grenier à blé, ce grenier riche de ces terres noires, était revenu, avait fait un retour après avoir un petit peu quitté les écrans radars de l'histoire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, dans un premier temps, ce que je vais vous dire, c'est comment ce grenier de terres arables a pu disparaître à ce point et comment il a réémergé, mais très récemment. Très récemment, quand je dis une réémergence, c'est début du XXIe siècle, et surtout après 2010. Voilà. Donc, on doit mesurer l'acuité de la crise à l'aune de ce retour récent. Donc, il faut revenir sur ce siècle d'histoire, et parce qu'on aime bien l'histoire ici à l'IREMO, et puis je pense que c'est toujours important. Et dans un deuxième temps, j'irai dans le sens aussi de ce que tu dis, c'est-à-dire revenir un petit peu sur les effets de cette guerre, dont on ne mesure pas les incidences encore sur cet aspect-là, mais en particulier sur les pays de la région que nous affectionnons ici, en particulier l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, même si nous aimons le monde entier, mais il se trouve que c'est la région qui est potentiellement la plus affectée par cette guerre. Avec l'Afrique. Et avec l'Afrique, même si on pourra peut-être comparer les situations, mais je ne vais pas anticiper. Il y a peut-être, il faudra peut-être distinguer entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. De toute façon, je ne dirai pas tout, loin de là, parce que c'est pour vous permettre après de compléter, de discuter. Le premier point, donc, retour sur cette géohistoire de ces terres noires. Alors, je vous ai proposé, puisque j'ai été encouragé à le faire, c'est-à-dire, je vais vous présenter quelques cartes de situations que vous connaissez plus ou moins, mais bon, au moins ça peut permettre de fixer les choses. Donc je vais revenir sur ce grenier de la mer Noire. Je ne vais pas revenir sur le conflit, évidemment, il y a d'autres analyses ailleurs ou ici, donc ça va me permettre d'économiser du temps, même si j'aurai des choses à dire aussi sur le conflit, mais peu importe. Au cœur de notre réflexion aujourd'hui, je mets le grenier de la mer Noire. Qu'est-ce qu'on entend par grenier de la mer Noire ? Eh bien, cet ensemble géographique au nord de la mer Noire et à l'ouest, ça va jusqu'à la Roumanie, qui est riche de terres extrêmement fertiles. Ce sont les plus fertiles au monde.
On appelait ça les tchernosiums dans nos cours à l'époque. Je vois bien que les jeunes, on ne leur parle pas de tchernosium aujourd'hui, j'ai constaté. Oui, oui. Les terres noires. Voilà. À l'échelle planétaire, on a là les meilleures terres au monde. Et elles sont concentrées là. Il y en a un peu aussi en Amérique du Nord, mais c'est surtout là qu'elles se trouvent, qu'il y a une forte concentration de ces terres noires. Alors, avant de parler de cette géohistoire, vous dire quelques mots sur ces terres noires, en sachant que ce n'est pas un cours d'agronomie ici, mais il est intéressant quand même de constater que la discipline qui s'appelle la science des sols, qui s'appelle la pédologie, autrement dit la science des sols, elle est née de l'étude scientifique de ces sols-là à la fin du XIXe siècle. Ça veut dire déjà que ces sols-là attiraient le regard de ceux qui voulaient développer une production de connaissances sur ce sol qu'il faut étudier. Et on découvre l'intérêt, l'importance des sols encore plus aujourd'hui. Mais bref, cette science, la pédologie, la science des sols, est née de l'observation de ces sols par un Russe. Bon, peu importe. Donc c'est déjà pas anodin. Et alors, avant de voir donc l'histoire, ces sols, vous avez une photo. Moi, j'aime bien la pédologie. Je ne suis pas pédologue, mais les agronomes, on passe tous par ces études de sol. On fait des trous et on observe. Et c'est vrai que ces sols, voilà, sont en général d'abord ont une profondeur. Ça, c'est très important. Ce qui fait la qualité d'un sol, c'est sa profondeur. Ça permet l'enracinement, ça permet le stockage de l'eau. Et donc, ces sols sont connus pour cette largeur de terre au-dessus de la roche-mère, qui est du lœss, bon, peu importe. Et puis, elle est noire, cette terre, et donc elle est riche de matière organique, ce qui est fondamental pour des sols. Alors là, je sais qu'il y a des agronomes, donc je ne veux pas être insultant, mais cette matière organique a plusieurs intérêts. Elle a un intérêt structurant sur les sols, c'est-à-dire qu'elle permet d'éviter notamment qu'ils se compactent avec le travail de la terre. C'est une sorte d'anti-compactage, et donc ça permet au fil des campagnes l'aération pour le gaz, pour l'eau, pour la circulation. Donc la matière organique a aussi un intérêt parce qu'elle permet l'activité biologique des sols et donc la métabolisation qui permet donc la libération de nutriments. Et puis elle fixe l'eau, cette matière organique, ce qui fait que ces sols-là peuvent être moins irrigués que des sols moins riches. Bref, que des avantages. Pas besoin de jachère non plus. Non, pas besoin de jachère. Non. Donc voilà, ce sont des sols extrêmement propices. Alors je vais arrêter là sur cet exposé qui n'en est pas. Mais je voulais dire que c'était une richesse sans commune mesure. Donc les pédologues l'ont relevé. Et puis, ça renvoie à deux choses, ces sols noirs. Ça faisait de la Russie, dès le début du XXe siècle, pour les géographes, un territoire qui était considéré comme extrêmement riche potentiellement, au point qu'un géographe, Mackinder, vous vous rappelez, avait considéré que la Russie, c'était le centre du monde, le Heartland. Et donc, il considérait que c'était là que la géopolitique mondiale pouvait se dessiner. Vous vous rappelez, celui qui contrôle la Russie, enfin, contrôle l'Eurasie, celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Bon, en gros, c'est ça. Et l'un des éléments retenus par Mackinder comme au cœur de ce Heartland, c'était entre autres le fait que la Russie était un domaine naturellement protégé par des montagnes, le désert de Gobi, mais aussi ces sols. Voilà. Donc ça veut dire que les géographes avaient aussi pris conscience de l'intérêt de ces terres. Bon. Et l'autre élément qui montre que déjà ces terres étaient extrêmement propices, c'est qu'en 1914, la Russie, l'Empire russe, dans lequel on intégrait l'Ukraine, l'Ukraine actuelle, l'Empire russe était le premier exportateur de blé au monde. Premier exportateur de blé au monde, bien avant les autres. Et ce que je voudrais vous montrer dans le premier point, c'est que, très vite après 1914, ce grenier qui était le premier exportateur au monde a disparu pendant plusieurs décennies avant de réapparaître
à partir des années 2000, surtout 2010. Donc pratiquement un siècle de disparition. Ça, c'est quand même fondamental de le redire. Je ne sais pas, ça se bloque. Bon, peu importe. Alors, oui, tu vas faire passer. Pour aller assez vite, vous connaissez ces vicissitudes qu'a connu la Russie. Quand je parle de la Russie, c'est l'Empire russe à ce moment-là, et après, l'Empire soviétique. 1917, c'est la révolution bolchevique, vous le savez, qui est une révolution dont on a perdu de vue aussi la dimension paysanne, quoi qu'on pense. Les paysans étaient très au cœur de la révolution de 1917, mais ce n'est pas le sujet. Et derrière, vous connaissez la guerre civile jusqu'en 1921. Et puis, notamment en Ukraine. Oh, pardon, tu m'as fait peur. Notamment en Ukraine. Notamment en Ukraine, absolument. Pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, entre l'armée verte, l'armée rouge, l'armée blanche, absolument. Il y a toutes ces dimensions foncières, absolument. Donc ton complément est très important. Donc guerre civile, qui évidemment contribue à évincer cet empire des marchés mondiaux. Et puis derrière, il y a quelques années de résurgence jusqu'en 1929, et surtout derrière 1929, le début de la colonisation, de la collectivisation systématique de ces terres, voulue par Staline, avec des objectifs divers. Objectif économique, c'était penser qu'il fallait sortir de ces structures traditionnelles de la paysannerie, faire des ensembles modernes, kolkhoz, sovkhoz, de sorte à faire des économies d'échelle pour plus de productivité, pour pouvoir plus exporter et pour pouvoir, avec les devises, importer des moyens de production et faciliter l'industrialisation. Donc il y avait un raisonnement économique, il y avait un raisonnement également idéologique, c'était transformer ces paysans mal perçus, traditionnalistes, peut-être un peu réactionnaires, les transformer en ouvriers, en prolétaires. Voilà. Et le troisième, et c'était l'objectif alimentaire, c'est-à-dire considérer que ces structures collectives étant appelées à produire plus, et surtout à permettre, selon Staline, le non-détournement des récoltes, parce que Staline a accusé les paysans de détourner systématiquement les récoltes, en particulier les koulaks, donc qui ont été humiliés, c'est la photo du bas. Donc dans la collectivisation, il y avait aussi cette idée qu'il fallait punir les paysans qui détournaient la récolte, et ça a contribué, vous le savez très, très bien, à cette famine, en particulier en Ukraine, mais pas seulement en Ukraine, Holodomor, on a revu ce terme récemment, qui a été considéré en 2003 par un texte du Parlement à Kiev comme un génocide. Et vous savez que c'est très constitutif de la mémoire politique ukrainienne. Voilà. Donc, autre vicissitude, vous voyez, qui a éloigné la Russie pour longtemps, et ensuite, bien sûr, plus tard, 1941, l'opération Barbarossa, intéressante, tragique, bien sûr, Hitler lançant les troupes, dénonçant le pacte germano-soviétique, vous savez très bien ça, et évidemment, l'un des mobiles majeurs de cette guerre, c'était la saisie des terres noires, le Lebensraum, l'espace vital, qui est déjà mentionné dans Mein Kampf. Il parle d'espace nourricier, du fait que l'Allemagne est trop à l'étroit dans ses frontières et que la nation doit avoir rendez-vous avec son espace vital. Et ce sont les terres agricoles qui sont visées. Voilà. Autant d'années qui passent et qui rejettent cet empire. Dans Barbarossa, c'est tellement important que la prise de l'Ukraine passe avant la prise de Moscou. Tout à fait. C'est-à-dire quand les troupes allemandes sont bloquées à quelques kilomètres de Moscou, l'effort porte sur le sud. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Et voilà. Et donc ça fait écho à Mein Kampf, j'ai lu des extraits, et c'est assez saisissant de voir que déjà, voilà, un des éléments de l'idéologie du Reich, c'était ça, c'était l'alimentation. Goebbels disait, le but de la guerre, c'est un grand petit déjeuner, un grand dîner. C'était un but alimentaire. Bon. Donc 41, et puis derrière, après la Deuxième Guerre mondiale, on en reste à ce statu quo de l'encadrement de l'agriculture par ces structures collectivistes, et qui vont largement entraver le processus productif, à tel point que Khrouchtchev, je fais vite, rassure-toi, à tel point que Khrouchtchev va lancer
constatant que les niveaux de production ne sont pas au rendez-vous des attentes, des objectifs des plans quinquennaux, il va lancer la colonisation de terres agricoles en Asie centrale, notamment au Kazakhstan, dans les terres vierges riches en terre noire, pour compenser ce déficit de production. Et la ville de Nur-Sultan, qui est donc la capitale du Kazakhstan, son premier nom, c'était Tselonigrad, c'est-à-dire la ville des terres vierges. Voilà. Et puis derrière, je crois qu'il y avait une diapo peut-être. Voilà. Ah non, on y viendra. C'est bon, on va le laisser là. C'est pas celle-là. Peu importe, c'est pas grave. Donc Kazakhstan, et puis derrière l'Ouzbékistan et le Turkménistan, vous savez, avec les aménagements sur le Sirdarya et l'Amoudarya, grands investissements hydro-agricoles, mais tellement mal conçus qu'ils vont faire disparaître la mer d'Aral en aval. C'est une catastrophe environnementale, sociale et humaine. Bon. Tout ça parce qu'il fallait compenser le déficit de productivité. Que René Dumont, l'agronome bien connu en France, avait pointé en 1974, avait pointé dès 1964, il avait fait une mission là-bas et il avait relevé évidemment ce défaut de productivité lié à l'absence de motivation, ce qu'on sait, dans ces structures d'un collectivisme plaqué, imposé. Voilà, ce n'est pas le structure kibbutzinique, le kibbutzim, où là c'était une démarche plus volontaire. Bref, la Russie a disparu pendant des décennies des écrans radars de l'histoire céréalière, si vous voulez, c'est ce que je disais, et du même coup, ça a entravé sa politique de puissance par rapport aux États-Unis qui, en même temps, pendant la guerre froide, ont utilisé leur capacité nourricière, inférieure à la Russie d'ailleurs, pour conforter leur endiguement, leur encerclement de l'URSS. J'aime bien ces cartes. On voit l'aide alimentaire ou les exportations à bas prix de céréales organisées par l'USA, de la coopération américaine. Vous voyez, ça prend le chemin de l'encerclement de l'URSS. Voilà. Donc il y a l'encerclement militaire de l'OTAN à l'OTAS, mais il y a l'encerclement alimentaire par le food power, parce que les soviétiques n'ont pas été au rendez-vous, c'est un rendez-vous manqué des soviétiques avec leur potentiel. Voilà. Il faut dire que la guerre ne les a pas épargnés, alors que les États-Unis bien sûr, sont tout à fait. sortis plus forts que jamais. Quand j'aurais dû dire Barbarossa, mais plus largement, c'est évidemment 28 millions de morts, enfin, etc., donc beaucoup de paysans, etc. Ça les a, évidemment, ça a beaucoup entravé cette agriculture-là. Et donc il y a les vicissitudes aussi et les entraves productives. Donc, on en arrive à 91, je ne sais pas si c'est la prochaine, je ne sais pas. Voilà, on en arrive à 91. Ouf! C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui à la crise actuelle. 91, c'est un moment, on le sait, de dislocation de l'URSS, et l'Ukraine et la Russie vont évoluer différemment. Donc je vais parler d'abord de la Russie, puis de l'Ukraine. Et enfin, je conclurai donc sur aujourd'hui. Alors d'abord la Russie. La Russie, dans les années 90, a connu un effondrement de l'agriculture. Un effondrement. Avec des disettes dans certaines régions de la Russie. Vous avez ici la courbe sur la gauche qui montre cet effondrement de l'agriculture russe. Parce que dans ces structures collectives ou collectivisées, sovkhoz, kolkhoz, beaucoup ont cherché à partir. Enfin, il y avait une espèce de... À partir du moment où le verrou autoritaire disparaissait, bien certains ont choisi de partir. En tout cas, il y avait surtout un sous-investissement en capital dans ces structures collectives, ce qui fait que... Les spéculateurs n'étaient pas très intéressés. Et les spéculateurs n'étaient pas encore très intéressés. Le choc, c'est 98, l'effondrement du rouble, qui fait que les produits agricoles russes, à supposer qu'ils puissent en exporter, ils n'en exportent pas à ce moment-là, peuvent trouver acquéreurs sur les marchés. Et derrière la crise du rouble, qui a fait que les importations étaient encore plus chères, donc c'est une catastrophe pour la Russie, Poutine arrive au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que Poutine s'est impliqué personnellement dans ces questions agricoles. Il a saisi l'importance de l'agriculture, du militaire, de l'énergétique et de l'agriculture. On le voit en photo ici. Il s'implique dans un débat qui a traîné pendant 10 ans
c'est le débat foncier. Moi, je me suis intéressé, bon, c'est un biais que j'ai, le débat foncier à la Douma qui a duré une dizaine d'années pour savoir qu'est-ce qu'on faisait de ces structures collectives. Il y avait les tenants de la dislocation-privatisation et ceux qui voulaient les garder en l'état. Donc il y avait les agrariens, les communistes d'un côté qui voulaient garder le statu quo et les libéraux ou néolibéraux qui voulaient les disloquer. Poutine arrive au pouvoir et il met un terme à ce débat et il promulgue la loi foncière, voilà, qui donne lieu à une privatisation, dislocation de la terre. Et évidemment, ce sont ces terres qui ont été rachetées progressivement. Alors certes, des anciens salariés ont pris la terre, mais beaucoup ont trouvé l'intérêt, notamment des oligarques, pas seulement, qui ont acheté de la terre. Et alors là, ce n'est pas de l'agriculture familiale, puisqu'il y a des exploitations à plus de 500 000 hectares. Bon, on est dans un autre registre. Vous ajoutez à ça le fait que la Russie a investi dans les infrastructures ferroviaires, routières et maritimes, eh bien, ça donne lieu à l'expansion, au retour de la Russie sur les marchés mondiaux, surtout à partir des années 2010, 2015 exactement. C'est là que la Russie redevient première exportatrice de blé. Autrement dit, un siècle après sa disparition. Intéressant. Voilà, un siècle, elle exporte. Et, diapo suivante, la Russie, derrière, va en faire un outil de puissance, un outil de puissance, d'influence, si vous voulez. Très concrètement, là j'ai mis des diapos, sur la Syrie, je donne un exemple. Sur la Syrie, eh bien, la Russie a soutenu Bachar el-Assad en envoyant, bien sûr, l'aviation, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la Russie a sauvé Bachar el-Assad en envoyant aussi du blé, puisque en Syrie, qui avait été autosuffisante en blé, eh bien, le grenier avait disparu, notamment du fait de l'occupation par Daesh des terres de l'Euphrate. Bon, voilà, donc la Russie a sauvé aussi par l'alimentaire le régime syrien. Donc, outil d'influence pour la Russie. Mais comme le temps passe, je vais m'arrêter là. Il y a aussi l'Égypte, enfin, pas l'exposé, la première partie. L'Égypte aussi, par exemple, on voit sur le graphique, on voit que l'Égypte, qui est dans l'agenda russe, la Méditerranée orientale est très visée par la Russie, hein, eh bien, la Russie, qui a une relation avec Sisi, évidemment, fait de sa capacité céréalière un outil de son influence auprès des autorités égyptiennes. Dis-nous quand même un mot de l'évolution de l'Ukraine. Alors, je viens à l'Ukraine. Voilà, je viens à l'Ukraine, c'est pour ça. Non. Mais je voulais passer par la Russie parce que c'est un bloc. L'Ukraine, qui fait, bien sûr, qui à partir de 91 n'est plus logée à la même enseigne, enfin, au même destin politique, quoique, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Très riche en terres, tu l'as très bien mentionné, 41 millions de... Tu avais tous les chiffres, 44 millions, je crois. 42, t'es plus précis. C'est autant que la France. Hein. Oui. Terre, donc des terres très riches. Là, c'est pareil, intéressant de voir qu'après 91, il y a eu une dislocation de ces sovkhoz, kolkhoz, puisque ces terres étaient logées à la même enseigne. Mais ça s'est fait un peu différemment, l'évolution, c'est-à-dire que en Ukraine, dans la nouvelle Ukraine indépendante, les terres ont été données en usage aux anciens salariés de ces kolkhoz, sovkhoz. Et pas mal de salariés se sont débarrassés de leurs terres et les ont louées à des investisseurs. C'est important la location. Et puis parfois, des directeurs de kolkhoz, sovkhoz ont loué aux anciens salariés et se sont constitués de grandes entreprises agricoles. Voilà. Donc là aussi, on a vu apparaître des grandes entreprises en Ukraine, avec des investisseurs étrangers qui venaient, mais la terre globalement restait en régime de location. Et en 2019, il y a eu un débat qui a secoué l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que sous la pression du FMI, qui conditionnait des prêts à l'Ukraine, eh bien, Kiev était encouragé à privatiser la terre, à transformer ce régime de location en titre de propriété. Et ça a donné lieu à des mobilisations très fortes. En décembre 2019, il y a eu des affrontements, parce que la terre est assez fondatrice dans la nation ukrainienne. Et d'ailleurs, petite remarque, j'ai oublié de le dire, le drapeau ukrainien, le bleu et le blanc, là, le bleu et le jaune, pardon, vous savez que c'est le bleu du ciel et le jaune du blé. Voilà, donc c'est quand même c'est assez central.
Donc, parce que privatiser la terre a été dénoncé par certains comme le risque de l'achat de la terre pas une location, l'achat de la terre par l'étranger. Donc, ça a aiguisé un nationalisme aussi en Ukraine à ce moment-là. Et Zelensky, une fois président, a promulgué la loi. Il a organisé la privatisation parce qu'il était lui-même assez convaincu que ça pouvait être facteur de productivité supplémentaire. Parce que quand on est propriétaire de la terre, eh bien, on peut investir à plus long terme. Voilà, c'est un peu ça le raisonnement. Voilà. Mais, par contre, pour les achats de terre par les étrangers, ça devait être soumis à référendum. Mais ça, pour l'instant, on est dans la guerre, ça a changé. Bon. Et donc l'Ukraine a réémergé aussi progressivement, comme la Russie, les deux constituant, alors je pense que c'est la prochaine diapo, voilà, et c'est ça qui est important, et puis constituant quand même, représentant des quantités très importantes de produits agricoles, en particulier sur le blé, retenons 30% à peu près, 30% des achats sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire 20% des achats sur les marchés mondiaux sont assurés par la Russie et 10% à peu près pour l'Ukraine. L'huile de tournesol. On voit là, c'est un phénomène incroyable. Voilà. Et alors, tout à fait, il y a le maïs aussi, et puis l'huile de tournesol qui est extrêmement, pas spécifique, presque spécifique, oui, à l'Ukraine, qui a bien vu qu'une chose était de produire, une autre était de pouvoir transformer. C'est une source de valeur ajoutée. Donc l'Ukraine et la Russie sont extrêmement présents sur le blé, l'huile de tournesol, en particulier l'Ukraine, et dans une moindre mesure le maïs. Alors, et on va basculer sur la dernière partie, donc les pays de la région. On voit bien que ce grenier, eu égard aux performances productives récentes, n'est pas anodin dans la donne internationale. 30% de blé qui est quand même, si j'insiste sur le blé surtout, c'est parce que c'est la base alimentaire de beaucoup de pays, en particulier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. C'est ça. Donc, les effets par rapport à l'ouragan de famine. En quelques minutes, combien j'ai de temps? Dis-moi. 10 minutes. Voilà. 10 minutes. Et comme ça, après, on continuera avec la discussion. L'ouragan de famine dont tu parlais, d'abord, le risque s'inscrit dans un contexte qui était déjà inquiétant. Ça veut dire qu'avant la guerre en Ukraine, les prix des produits agricoles étaient en phase d'augmentation. Pour des raisons directes ou indirectes, parce que relance des filières, et donc demande qui augmentait, donc les prix augmentaient. La pandémie. Et puis la Chine qui a reconstitué des stocks. Et quand la Chine reconstitue des stocks, c'est pas sans effet. Et puis, cause indirecte, les prix de l'énergie étant déjà en augmentation avant 2022, comme l'agriculture les prix des produits agricoles sont très indexés sur les prix de l'énergie parce que l'énergie permet la production du gaz, donc comme effet, ça a produit l'augmentation aussi des prix des produits agricoles. Là-dessus arrive la guerre en Ukraine, donc ça a démultiplié l'augmentation des prix agricoles. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut se passer? Et avant, on va voir, après on verra les 3 ou 4 situations de pays. Dans la réalité, pour l'instant, en tout cas dans la première phase de la guerre, on a assisté surtout à l'interruption du transfert des produits agricoles ukrainiens. En gros, puisque je parlais du blé, en particulier, c'est la récolte de l'an dernier qui est dans des silos, qui n'est plus évacué parce que le grand port d'Odessa est bloqué. Toute la côte. Mais c'est surtout Odessa, mais même Odessa est bloqué. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce qui a vraiment changé dans la donne? Ce sont ces 6-7 millions de tonnes de blé. Et c'est ça qui a été le détonateur de l'augmentation des prix, c'est-à-dire qu'on est dans l'anticipation d'une détérioration, mais pour l'instant, c'est essentiellement ça. C'est pas la production qui est pour l'instant. C'est pas la production, et tu l'as très justement dit. Et donc, bien sûr, après, ce qui va se produire dans les mois et peut-être l'année, ou les 2 années, ou les 3, j'en sais rien, ça va être peut-être beaucoup plus déterminant. Donc, on parle d'un sujet
dont les variables sont connues, mais on ne sait pas les ajuster. Bon. Ce qui est connu, c'est ces 6-7 millions. Hein. Alors, les variables, c'est la durée de la guerre, bien sûr, c'est l'emprise de la guerre, les détériorations sur les terres. Les semis peuvent être faits, quoi. Tout à fait, voilà. Alors, justement, l'emprise de la guerre, ça va jouer sur les semis de printemps, hein, et puis plus tard, les semis d'hiver pour les futurs blés. Parce qu'au printemps, on va semer en Ukraine le maïs, par exemple, hein, voilà, ou le tournesol. Mais à l'hiver, ça sera le blé de nouveau. Bon. Donc, c'est l'emprise de la guerre, c'est-à-dire quid du devenir de ces champs, et des hommes et des femmes qui travaillent dans l'agriculture. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Ukraine, on essaie de maintenir autant qu'on le peut les paysans, les agriculteurs sur les exploitations. Beaucoup peuvent déroger à la mobilisation générale parce que l'Ukraine a bien saisi qu'il en allait aussi de la sécurité de la population ukrainienne. Ça, c'est intéressant de le signaler. Bon, voilà donc des variables qui vont jouer. Et puis, variables chez le voisin, quid des sanctions sur la Russie? Ça, on n'arrive pas vraiment à voir en quoi les sanctions peuvent entraver le processus productif de la Russie et le processus de transfert de la Russie. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait que la Russie continue à transférer des bateaux. Il y a du blé qui part. Hein, voilà. C'est pas bloqué. Hein. Et c'est payé en dollars. Et voilà. C'est pour l'instant, voilà. On n'est pas... Donc, voilà, on est dans un flou. Donc, pour l'instant, c'est surtout l'Ukraine, mais voilà, il y a pas mal de variables en jeu. Et puis, la situation, donc, voilà, va se dégrader plus ou moins en fonction des variables, hein, de l'intensité de ces variables. Et puis, il y a des variables qu'on ne maîtrise pas, qui pourraient aggraver la crise ou pas. C'est les récoltes à venir de cette année dans les autres hémisphères. Imaginez qu'il y ait un choc climatique aux États-Unis, en Argentine, non, l'Argentine c'est fait puisque c'est l'hémisphère sud, les États-Unis, l'Europe, eh bien, on pourrait avoir une aggravation de la crise, ou au contraire, si les récoltes sont pléthoriques, eh bien, ça peut atténuer la crise. Vous voyez, donc, on nage dans un ensemble de variables, hein, qui font qu'on ne peut pas avoir une vision définitive. Mais il n'empêche qu'il y a panique, famine, ouragan de famine. C'est terrible de dire ça, parce que la famine a disparu. Au XXe siècle, il faut quand même saluer les bonnes nouvelles. Dans ce monde, il y en a beaucoup, quand même. Hein, peut-être que je suis résolument optimiste. Mais les famines avaient disparu. C'est dommage, j'avais une carte avec les famines. Au XXe siècle, les famines ont disparu, pratiquement. Hein, voilà, vous voyez, les grandes famines. Vous voyez, il n'y avait plus de famine. De l'insécurité alimentaire, mais pas des famines. Et voilà, donc, il n'empêche que récemment, donc, les prix avaient commencé à augmenter. Mais ce n'est pas ça que je voulais montrer. Mais je ne sais plus ce que je voulais montrer. Alors, voilà, les pays de la région, d'Afrique du Nord et Moyen-Orient, ce sont les plus affectés. Ce sont les plus affectés. Et on pourra, dans les discussions, parler de l'Afrique aussi, hein, et d'autres régions du monde, bien sûr. Parce que cette région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, d'abord, a, premier point, une tradition alimentaire qui fait que le blé, les céréales sont vraiment au centre de la ration alimentaire. C'est des habitudes culturelles, hein, culinaires, que la population a beaucoup augmenté. C'est 6% de la population mondiale, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, et ce sont 30% des achats mondiaux de blé chaque année. Donc c'est 6%, mais donc avec une habitude alimentaire qui fait que, voilà, on achète beaucoup. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que, troisième élément surtout, on a un régime de contraintes agroclimatiques qui fait que la production est contenue, est très contenue. Donc, c'est la région la plus dépendante au monde, beaucoup plus dépendante que l'Afrique subsaharienne. En valeur absolue, de très loin la plus dépendante. C'est pour ça que j'insiste sur cette région. Ce n'est pas parce qu'on est à l'IREMO, mais c'est parce qu'effectivement, il y a cette hyperdépendance, je redis, hein, c'est tradition alimentaire, forte population et contraintes agroclimatiques. Ce qui est intéressant, si j'avais eu le temps, mais peu importe dans la discussion, c'est que ces pays-là, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont assez vite saisi, après leur véritable indépendance, dans les années 50, l'importance de l'agriculture, en particulier de l'agriculture irriguée, comme moyen de se défaire des tutelles. Et donc, ils ont beaucoup investi dans l'agriculture, quoi qu'on pense, avec plus ou moins
plus ou moins d'à propos, mais peu importe. Ils ont beaucoup mobilisé l'eau, vous voyez en haut, vous voyez ce graphique qui montre que 80% des eaux superficielles de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sont contenues dans des barrages. Bon, donc il y a eu un gros investissement pour se défaire, s'exonérer de toute tutelle, et en particulier de l'arme alimentaire américaine. C'est la Syrie qui ne voulait pas dépendre des États-Unis, et pour cause, étant un pays du front contre Israël, il ne s'agissait pas de dépendre du parrain d'Israël, c'est l'Égypte, c'est Assouan, le barrage Assouan, évidemment, et même l'Arabie Saoudite, qui a voulu se défaire des Américains, malgré le pacte de Quincy, l'accord entre États-Unis et Riyad. Bon, bref. Il n'empêche que ce pari de l'émancipation par l'autosuffisance alimentaire a été perdu, pour les raisons que je disais, contraintes démographiques d'un côté et contraintes agroclimatiques de l'autre. Et j'ajoute, en plus, changement climatique, qui n'est pas une perspective à venir, qui est déjà quelque chose de passé. Enfin, c'était en cours, le changement climatique. Et surinvestissement dans la défense, l'armée, et à etc. côté de ça, évidemment. Décennies. Et surinvestissement, après, c'est les choix de politique, bien sûr, de politique publique, on pourra en reparler. Voilà. Donc, pari perdu. Et donc, aujourd'hui, cette région, voilà, elle est extrêmement dépendante. Encore une fois, un chiffre, 6% de la population, mais 30% du blé. Je ne parle pas des autres productions. Alors, puisque je n'ai plus que 5 minutes. Là, alors, avant de reparler un petit peu des pays, ça c'est l'effet immédiat, c'est-à-dire les chocs de prix des produits agricoles. Mais il y a un effet de la guerre en Ukraine, pour information, on pourra le reprendre dans les discussions, c'est aussi le renchérissement des engrais, qui est très lié à la question de la guerre, puisque Russie et Ukraine produisent des engrais, surtout la Russie, donc ça peut avoir des incidences. Mais là, je ne m'intéresse pour l'instant qu'au choc de prix alimentaire. Dans la région, donc, qui est très dépendante, les incidences vont être variables en fonction du profil de pays, bien sûr. Il n'y a pas un bloc Afrique du Nord, Moyen-Orient monolithique en termes d'incidence, de sensibilité. Je pense qu'on peut arriver à distinguer 3 grands blocs en termes de sensibilité, de capacité à répondre à ce choc de prix qui est déjà là. Et qui va produire des effets. Alors, avant de voir ces 3-4 blocs, peut-être un mot quand même sur ce qui s'est passé, puisqu'on nous dit que ça va être cet ouragan de famine, cette insécurité alimentaire en tout cas, va produire des révolutions, enfin des instabilités en tout cas, des instabilités. Bon, je dis ça parce qu'on a beaucoup présenté les printemps arabes. On pourra en discuter, je vous le mets sur la table, les printemps arabes comme des révoltes de la faim, enfin des émeutes dites de la faim. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Je ne souscris pas du tout à cette analyse, mais je crois que c'est très important de le dire pour peut-être la discussion d'après. Parce que je crois que les mobilisations, ce n'est pas parce qu'on a brandi du pain en Égypte que les mobilisations ont été liées à ça. Ce n'est pas parce qu'au Soudan en 2019, réplique des printemps arabes, on a brandi le pain, c'est vrai que c'était l'augmentation du prix du pain là, qui était le détonateur, que c'était la centralité des causes. Évidemment, c'est le rejet d'États prédateurs, corrompus, autoritaires. Bon, voilà, je tiens à le dire parce que... Karama, la dignité. Karama, voilà, dignité. Et parce qu'on prend le raccourci. Aujourd'hui, on fait parce qu'en 2010, vous voyez, les prix avaient flambé, c'est clair. Mais gardons-nous de faire d'une explication le tout de l'explication. Et des gens qui écrivent et qui travaillent sur l'alimentation ont tendance, comme c'est leur objet, à surinvestir cet objet. Non, il faut relativiser. Donc, de même, c'est pas monocausal. C'est pas monocausal. C'est comme quand on vous dit que la révolution en Syrie, c'est la première, et la guerre civile, c'est la première guerre climatique ou le Darfour. Donc, tout ça, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Bon, donc je reviens aujourd'hui. Donc les 3 blocs, il y a le premier bloc, puisqu'il y a quand même 3-4 variables qui vont définir la sensibilité. C'est 1, la capacité financière des États. Bon, le budget des États, pour amortir le choc de prix. Donc là, on n'est pas tout à fait sur... les pays de cette région n'ont pas tout à fait les mêmes capacités financières. Bon. Donc le budget des États. Ça, c'est une variable importante. Deuxième, c'est le niveau
de revenus des ménages moyens. Bon, parce que choc de prix, dans un choc de prix, dans un pays où les ménages sont pauvres, la sensibilité va être plus forte que dans un pays où les ménages vont être plus riches. Bon. Troisième variable, l'état des stocks dans un pays. Si vous avez un an de stock, c'est rare, mais si vous avez un an de stock, eh bien, vous pouvez voir venir. Si vous n'avez pratiquement pas de stock, c'est beaucoup plus ennuyeux. Vous voyez ? Voilà, trois variables. Et la pression démographique. Et la pression démographique. Un pays comme l'Égypte Tout à fait. Est beaucoup plus dépendant qu'un pays comme le Liban, malgré tout. Tout à fait. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc voilà des variables qui sont à regarder aussi. Donc, à partir de ces 3-4 variables, et puis une autre variable, c'est la dépendance au marché, au grenier de la mer Noire. Tous ne sont pas aussi dépendants de la Russie et de l'Ukraine dans la région. Le Maroc est moins dépendant que les autres du grenier de la mer Noire. Donc, ces 4 variables étant affirmées, enfin montrées, eh bien, premier bloc, ce sont les pays du Golfe, qui ont des capacités financières qui leur permettent de subventionner ces prix des produits importés et de partager l'effort avec des ménages dont les revenus sont de toute façon relativement élevés, en moyenne, pour les autochtones. Je ne parle pas des travailleurs immigrés. Bon. Donc les pays du Golfe ont un certain confort. On peut basculer l'Algérie dans cette catégorie en termes de capacité financière, parce que évidemment avec cette crise, le gaz augmente, voilà, mais les ménages algériens ne sont pas riches. Donc c'est la variable de la capacité financière des États qui fait que je peux mettre l'Algérie là. Deuxième catégorie, ce sont les pays qui sont en difficulté budgétaire avec des ménages pauvres ou parfois très paupérisés, enfin des tendances à la paupérisation. Et bien là, c'est l'ensemble des pays qui va de la Tunisie au Liban en passant par l'Égypte, donc avec des faibles capacités budgétaires des États pour subventionner ces importations. C'est le cas de la Tunisie, par exemple, qui depuis 10 ans qu'elle est en transition politique, qu'on a considérée comme une transition démocratique, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est une dérive populiste. Bon, il n'empêche que l'économie n'a jamais démarré, et donc le budget tunisien est en grande difficulté. Donc il n'y a pas ces capacités budgétaires. L'Égypte a des capacités budgétaires supérieure, ne serait-ce que parce qu'elle joue d'une rente de situation géopolitique qui fait qu'elle est soutenue par les Émirats arabes unis, par exemple l'Arabie saoudite, donc elle peut compter sur, mais quand même, elle n'a pas l'aisance des pays du Golfe. Et surtout en Égypte, les ménages sont pauvres. Le Liban, n'en parlons pas, avec l'effondrement économique du Liban, bien sûr, pour les raisons que vous connaissez, la cessation de paiement, eu égard à l'impéritie, l'incurie de cette clique au pouvoir, l'effondrement de la livre libanaise. Et 80%, et 80% qui viennent de l'Ukraine. Grande dépendance à l'Ukraine, absolument. Et 80% de pauvres au Liban. Voilà. Et enfin, dernière catégorie, c'est la catégorie où c'est encore pire. Ce sont les pays en sortie de guerre civile ou encore engagés dans la guerre civile. Et je fais allusion là surtout au Yémen, à la Syrie, dans une moindre mesure la Libye, où là, dans les 2 premiers que j'ai cités, le Yémen et la Syrie, il y a quantité de réfugiés, de déplacés, où là, évidemment, on est sur des ménages plus que paupérisés, c'est la misère, c'est la totale dépendance à la solidarité internationale. Et donc, dans ces camps de réfugiés, au Yémen, en Syrie, on dépend d'un programme mondial, qui est le programme alimentaire mondial. Donc, on est en perfusion complète. Sauf que le PAM, le programme alimentaire mondial, qui est une organisation multilatérale, eh bien, a des problèmes de financement. Avant même la crise, le PAM avait des problèmes de financement parce que ça dépend des donations. Et en plus, comme maintenant le PAM doit reconstituer des stocks pour les attribuer et que les prix sont très élevés, eh bien, il faut encore plus de moyens pour le PAM. Donc, vous voyez, il y a un risque, là aussi, il y a un risque qui peut aller dans le sens de ce que dit le secrétaire général de l'ONU, l'ouragan de famine. Vous voyez. Donc, 3 situations à grands traits que je vous livre
de la meilleure à la pire. Voilà. Donc, on peut arrêter là et on va compléter, bien sûr, parce que je n'ai pas tout dit, loin de là. Et puis surtout, vous avez sans doute beaucoup de choses à dire en espérant que c'était à peu près clair. C'était très clair, Pierre. Merci. Pas à peu près, très clair. Mais je ne veux pas prolonger indûment ton exposé, mais j'ai quand même une question. Je ne voudrais pas charger la barque, mais enfin, tout ce que tu dis nous parle d'une crise de diffusion, de financement. Mais l'hypothèse de Guterres est pire que ça. C'est-à-dire c'est une hypothèse où la production elle-même serait durablement mise en cause, auquel cas on serait devant une situation de pénurie généralisée. Oui. Donc là, c'est encore pire que ce que tu as dit. Tout à fait, Dominique, tu sais bien que tu dises ça, ça complète ce que je... On ne l'avait pas organisé. Non, c'est... puisque puisque là, j'ai parlé pour l'instant du choc de prix, hein, vous voyez, qui est parti sur une anticipation de dégradation, mais pour l'instant, on est au début. Bon, peut-être que ça va vite s'arrêter, j'espère. Mais tu as raison, Gutiérrez parle d'autre chose, il parle de... plus que le choc de prix, c'est la pénurie. Alors, tout à fait. Alors, il y a deux éléments, vous allez trouver que je suis beaucoup dans les variables. On ne se refait pas. Effectivement, qu'est-ce qui peut faire qu'on va passer d'un choc de prix à une pénurie? C'est un peu ce que j'ai dit en creux tout à l'heure, mais c'est si la guerre se prolonge et surtout si les détériorations sont considérables, si les sols, les terres sont non cultivables, sont dégradées à ce point, là il peut y avoir si les facilités portuaires sont dégradées, si les infrastructures sont dégradées, eh bien ce grenier de la mer Noire, dont on a resitué l'importance, peut disparaître en partie. Et là, il y a un risque de pénurie direct, un risque direct. Il y a un risque qui est... Alors, pourrait s'ajouter à ça, d'ailleurs, je l'ai dit, j'y reviens pas, imaginez que vous ayez derrière des sécheresses dans les autres grands greniers, l'Europe, les États-Unis surtout, l'Australie, États-Unis, Australie, États-Unis, Europe pour rester sur l'hémisphère nord, qui va être la campagne à venir, on peut avoir une pénurie. Bon, il se trouve que l'Argentine a fait des bonnes récoltes, ça peut compenser, mais l'Argentine, c'est pas l'Europe, les États-Unis. Donc là aussi, ça peut jouer sur la pénurie. On peut passer du choc de prix à la pénurie. Et puis, il y a un élément indirect, et je l'ai un petit peu abordé à la marge, c'est les engrais, dont la production est directement liée au gaz, notamment les engrais azotés. Il faut du gaz, bon. L'urée, l'ammonitrate, peu importe. Il faut du gaz. Donc, si ces engrais sont produits avec du gaz, donc comme le gaz augmente, eh bien, ça peut donner lieu à des coûts de production extrêmement rédhibitoires. Et ça peut donner lieu à des décisions d'arrêter l'agriculture dans certains pays très pauvres, c'est-à-dire, je pense à l'Afrique, où des paysans peuvent décider de ne pas mettre en culture parce que les engrais ont des prix trop élevés. Donc ça peut indirectement induire un effet, vous voyez, de diminution de l'offre de production. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors sur ce tableau radieux, vous avez sans doute des questions ou des remarques ou des contestations. Oui, ou des apports, parce que moi, vraiment, je ne l'ai pas assez dit. Moi, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, mais évidemment, vos regards vont venir compléter. Gérard. Merci de votre exposé, tout à fait passionnant. J'ai beaucoup de points de désaccord. Je viendrai après sur des questions sur les politiques agricoles et agroalimentaires qui ont été malheureusement délaissées dans les pays du Maghreb et du Proche-Orient. Mais pour profiter tout à fait de votre compétence, j'aimerais que vous disiez un mot sur les conséquences de la privatisation dont vous avez fait état, comparé entre la Russie et l'Ukraine, avec comme espérance qu'il y ait une politique un peu plus intelligente et plus nationaliste, plus socialiste, disons, en Ukraine qu'en Russie, sous l'égide de Poutine. Alors, je réponds tout de suite. Oui, c'est comme c'est très pointu. Rapidement, je dirais tout simplement, Gérard, que on est passé d'un territoire de très grande concentration foncière
jusqu'à la révolution bolchevique. C'était le mal de la Russie, c'était la question sociale, c'était la question paysanne, avant tout, avec une grande concentration de la terre. C'est pour ça que je disais que les paysans n'étaient pas loin de la révolution, loin de là. En 1905, c'est une révolution paysanne, déjà, de paysans qui ont été certes sortis du néo-servage en 1861, par Alexandre II, je vais pas revenir, mais il n'empêche qu'ils n'avaient pas accédé à un niveau de vie tout à fait convenable. Et en 1905, ils se mobilisent et Stolypine fait des lois agraires en 1906, donc avant même 1917. Et donc, parce que le cœur de la question sociale en Russie, c'était la concentration de la terre. Et par rapport à ce que tu dis, donc on est passé d'une concentration foncière féodale à une concentration foncière oligarchique. Voilà. C'est la différence. La seule grande différence, enfin, bien sûr, il y a beaucoup d'autres différences, mais c'est l'investissement en capital dans la terre, ces grandes entreprises russes ou ukrainiennes qui investissent dans la terre. Donc voilà, c'est la grande différence. Mais on a presque envie de dire tout ça pour ça, c'est-à-dire pour passer d'une concentration foncière à une autre concentration foncière. Mais c'est rapide. Hein. J'arrive un tout petit peu à déchiffrer le tableau, là. Là, j'avoue. Où est le Maroc dans tes 3 blocs ? Ben, je ne l'ai pas cité parce que je n'arrive pas à me faire une idée, mais je dirais qu'il est plutôt dans le deuxième bloc, c'est-à-dire le premier bloc, c'est un bloc de pays qui sont un peu menacés. Le deuxième bloc, c'est un bloc à risque, avec plus ou moins de risques. Je mettrai le Maroc dans le deuxième. Alors certes, moins de dépendance au blé de la mer Noire, donc de ce point de vue, parce que le Maroc diversifie beaucoup plus ses approvisionnements. Mais le Maroc a subi une sécheresse importante. Donc la récolte nationale est en deçà. Donc ça fragilise le Maroc. C'est pour ça que je la mets. On ne peut pas considérer que le Maroc a l'aisance des pays rentiers. Voilà. Et Israël-Palestine, pour autant qu'on puisse les lier tous les deux, parce que c'est quand même deux situations Israël n'a pas de difficulté du tout. Mais pas dépendant. Il y a une dépendance, mais en fait, ce n'est pas tellement la dépendance que la capacité, que la solvabilité qui est importante. En fait, la dépendance en soi, c'est pas tout dépend. Voilà, les capacités qu'on a à la financer. Gérer, voilà. Les pays du Golfe, ils sont hyper dépendants. Hein. Bon. Et les Palestiniens, ben oui, alors là, ils sont entre la 2 et la 3, c'est-à-dire qu'il y a une insécurité sociale qui fait que les revenus des Palestiniens sont extrêmement dégradés. La politique de dédéveloppement, moi j'aime bien l'expression de Sarah Roy, qui considère que l'occupation-colonisation, c'est plus qu'une entrave au développement, c'est un dédéveloppement. C'est-à-dire qu'on fait un développement à l'envers. En Palestine, c'est le cas. C'est-à-dire que ce pays qui était agricole, eh bien, connaît une involution de son agriculture. Voilà. Donc la production est entravée. Et les ménages, qui ne sont pas tous paysans, loin de là, sont paupérisés. Donc ça fait une insécurisation alimentaire importante. Avec une volonté de plusieurs décennies de transformer la Palestine en simplement un marché pour l'économie israélienne. Tout à fait. Quand on regarde les... Marché totalement bouclé, quoi. Tout à fait. Quand on regarde cette idée de dédéveloppement de Sarah Roy, moi j'y souscris assez. Quand on voit la balance commerciale entre les territoires occupés palestiniens et Israël, depuis 1993, c'est une détérioration des termes de la balance commerciale entre Israéliens et Palestiniens. C'est-à-dire, c'est tout bénéfice pour Israël. C'est occupation, mais c'est une population qui est captive sur le plan économique. Donc tout ça... alors que, voilà, pour revenir à l'agriculture, la Palestine, c'était un territoire... Il y a une tradition agricole, il y a un vrai savoir-faire paysan, mais il y a eu des développements. Il suffit d'entrer dans une épicerie à Ramallah, même à Ramallah, pour se rendre compte que l'idée du boycott n'est pas praticable. Parce que tous les produits, ou quasiment, sont israéliens, quelques produits arabes près. Quoi. Monsieur. J'ai une question sur la comparaison entre J'avais une question, Philippe Ducroquet. J'avais une question de comparaison entre l'Ukraine et la Russie par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a une chose qui est restée commune, c'est que les oligarques possèdent plus de la moitié des surfaces dans les deux pays.
qu'ils soient d'un côté, du côté des gentils ou des méchants. Oui. Bon, ça, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Des deux côtés, c'est quasi fait. C'est plus de 50%. Les surfaces, environ 100 holdings, du côté russe ou du côté ukrainien, possèdent plus de la moitié des surfaces cultivées dans chacun de ces deux pays. Donc ma question, c'est un petit peu sur l'avenir. Est-ce que, fatalement, les Ukrainiens risquent de perdre de la surface, risquent, avec tout ce qui se fait, d'être moins exportateurs, pas seulement pour la production, mais aussi parce que la mer d'Azov sera bloquée, un certain nombre de choses. Et donc on peut penser que la Russie, elle, va bien s'en sortir, parce qu'ils sont passés à travers tout ça, hein, ils en ont vu tellement que, bon, ils vont rester grands exportateurs à l'avenir, que l'Ukraine le sera probablement un peu moins. Et donc, un peu ma question, c'est est-ce que tu confirmes ça ou pas? Et puis, quid par rapport à l'Afrique? Est-ce que l'Afrique peut profiter de ça pour rebondir ou pas? Alors, c'est un autre sujet, mais quand même, parce que sinon, c'est l'Europe qui va le faire, ou les Américains. Et donc, l'Afrique sera encore plus en plus, à cause de ça, sera encore de plus en plus dépendante de l'extérieur. Ouais, voilà. Pierre? Écoute, Philippe est trop modeste pour dire qu'il connaît parfaitement tous ces pays et ces questions-là. Et pour avoir travaillé longtemps et continuer à travailler là-dessus. Je souscris à ce que tu dis sur les oligarques des deux côtés. Hein. On a l'emprise. Hein. Donc, en total accord. Par rapport à ta question, qui est aussi une réponse, enfin, ta question, poser la question, c'est y répondre un peu, c'est-à-dire... enfin, en tout cas, la première partie de la question, oui, l'Ukraine, dans le scénario tendanciel, si on fait de la prospective, hein, je ne parle pas d'un scénario dégradé qui serait une occupation massive de l'Ukraine, dont je pense qu'on n'en est plus là, mais une occupation régionale de l'Est, oui, donc l'Ukraine va y perdre. Sans parler, tu as raison, des infrastructures. Donc là, il y a fort à penser que le scénario tendanciel, si on en reste avec ce jeu des acteurs, va hypothéquer la place de l'Ukraine. Et la Russie va en bénéficier. Ça, c'est clair. Je ne suis pas en train de dire, parce que je n'ai aucun moyen de l'attester, que c'est aussi je ne crois pas du tout, mais que c'est aussi une guerre pour les terres. Non, je ne crois pas. Ça peut être un effet d'opportunité, à la limite, mais je ne crois pas. En tout cas, la Russie peut y gagner, ça c'est clair. Alors, sur l'Afrique, l'Afrique subsaharienne, hein, l'Afrique subsaharienne, en termes de sensibilité, ça me permet de faire un additif par rapport à ce que je n'ai pas dit. Elle est touchée, bien sûr, par cette crise, parce qu'elle est dépendante de l'Ukraine et de la Russie. Alors parfois, on a montré des tableaux montrant que certains pays importaient 80% de leurs céréales, de leurs produits de l'Ukraine et de la Russie. Sauf qu'en présentant les choses comme ça, on ne voit pas une chose, c'est que vous pouvez être dépendant à 100% même de la Russie et de l'Ukraine. Si ces importations ne sont pas importantes par tête d'habitant, ce n'est pas la même situation qu'en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont deux régions importatrices en valeur absolue considérable. L'Afrique subsaharienne importe en volume relativement peu de blé, si je prends le blé, par rapport à d'Ukraine et de Russie. Vous voyez, c'est pas parce qu'on dit que c'est 100% de ce blé qui vient que c'est une grande dépendance, parce que ça peut être 100% de pas grand-chose qu'on importe. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas la même tradition en Afrique subsaharienne sur le plan alimentaire. Les farines, l'utilisation des farines, le pain, hein, c'est une consommation relativement nouvelle et c'est plutôt lié aux villes, dans certaines catégories sociales. Donc l'Afrique, c'est terrible de dire l'Afrique, il faudrait vraiment le ventiler, enfin le décliner en fonction des pays, mais globalement, donc il y a moins de traditions alimentaires, ce sont les villes qui sont plus affectées par cette situation. Hein. Donc ça peut produire de l'instabilité sociale dans les villes, hein, parce que plus lié à la consommation de pain. Hein. Mais je pense que globalement la situation est moindre, et en tout cas par exemple dans les zones rurales, les Africains continuent à consommer d'autres produits agricoles que le pain.
Voilà. Donc, moindre sensibilité, attention, en distinguant, là aussi, des pays. Il y a le Soudan, par exemple, la Somalie, qui consomment beaucoup plus de pain, par exemple, qui sont pauvres, qui n'ont pas les capacités financières dont je parlais. Là, il y a des pays d'Afrique qui sont très sensibles potentiellement. Très sensibles potentiellement. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire la liste. Mais, et en parlant de révolte, mais on va reprendre une autre question, ce que je voudrais dire, parce qu'on dit toujours, ça peut donner lieu à des révoltes, mais encore une fois, C'est pas mécanique. c'est pas mécanique, et il faut voir l'ensemble du contexte politique et social du pays. C'est pas la dépendance alimentaire qui fait la révolte. C'est le profil économique et politique du pays, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il faut. Donc, ne réduisons pas l'ouragan, la peur de l'insécurité. Mais il faut regarder les pays. Et évidemment, ces questions alimentaires sont des catalyseurs, d'autant plus que les pays ont des comportements politiques et ont fait des choix politiques qui ne sont pas à la hauteur des réponses qu'il faut apporter. Voilà. Voilà. Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais c'est par curiosité pure. J'ai eu la sensation, dans ce que je sais, et je n'en sais pas grand-chose, mais quand même un peu, que la prise en main de la terre par les oligarques en Russie comme en Ukraine avait été un phénomène lent. Ça s'est pas fait tout. C'est pas la Treuhand qui organise la liquidation de l'économie est-allemande et sa vente à l'ouest à bas prix. Très vite. Là, on a l'impression qu'au fond, il y a eu un jeu de pression des oligarques pour obtenir des lois qui leur permettent ensuite d'être les maîtres. Et ça a été très lent en Russie, comme tu disais tout à l'heure, mais je crois que ça a été lent aussi en Ukraine. Oui. C'est-à-dire, Non, mais tu as tout à fait raison, c'est un complément utile. En Russie en particulier, je parlais de la chute du rouble en 98, ça a été déterminant. Donc ça a montré toute la fragilité encore plus de ce pays, mais ça a montré l'opportunité que ça pouvait constituer. Et c'est à partir de là que les oligarques vont s'investir, surtout à la faveur des lois foncières promulguées par Vladimir Poutine. Et on revient à ce que je disais. Et c'est là que les oligarques reviennent. En Ukraine, ils ont commencé à venir un peu plus tôt, mais c'est au fur et à mesure du délestage de leurs terres par des anciens ouvriers qui ne voulaient plus la cultiver que ces oligarques en Ukraine ont acquis la terre. Voilà. D'accord. D'autres questions ou d'autres... Oui, Marie-Claude. Oui, est-ce que la FAO intervient? Vous pouvez intervenir. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Donc, est-ce que la FAO intervient ou peut intervenir dans cette crise, disons? Oui, elle intervient. Elle suit d'abord le suivi des marchés, c'est très important. La transparence sur les marchés, parce que dans ce genre de crise, le problème, c'est que dès lors qu'il y a crise, il y a risque de spéculation décuplée. D'où le fait que, et c'est déjà le cas. Alors, sans parler, la spéculation, c'est à tous les niveaux. Il y a la spéculation à grande échelle, mais il y a la spéculation de l'individu qui veut protéger qui va acheter, c'est des achats craignant la pénurie, c'est une forme de spéculation. Bon. Mais surtout, il y a des spéculations à grande échelle. Ça, c'est un premier risque. Et puis, il y a aussi des mesures que peuvent prendre, et c'est déjà le cas, dans ces périodes de crise, certains des États, voulant protéger leur population, décident de ne plus exporter. Et ça ne fait qu'accroître le risque de pénurie. Voilà, donc la FAO qui suit notamment les marchés, c'est elle qui a le regard le plus global. Eh bien, elle a un rôle majeur dans le suivi des marchés. Voilà. Et puis, évidemment, derrière, il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui vient en appui de ces situations humanitaires extrêmement dépréciées. Voilà. Et la France, qui porte une initiative FARM, opération FARM, je ne sais plus ce que ça veut dire, Food and Agriculture, je ne sais plus après. Bon, c'est la présidence, c'est le président Macron présidence française de l'Union européenne, qui essaie d'impulser justement une action internationale visant à lutter contre la spéculation, justement, et
le risque d'accélération de la crise par des mauvaises décisions faites par des États. Donc, et pour ça, la France essaie d'attirer l'Europe, mais derrière aussi, évidemment, de mettre dans cette coalition un certain nombre d'acteurs, et évidemment, la FAO est au centre. Voilà. Oui. Oui, merci. Deux petites questions concernant l'Algérie avec ses moyens, le gaz, le pétrole. Est-ce qu'elle a pu, enfin les gouvernants depuis l'indépendance, exploiter quand même des terres magnifiques? Enfin, je pense à la Metidja, mais il y a d'autres terres. D'une part, en ce qui concerne le Maroc, je pense, paraît-il, que des pluies tardives sont arrivées fin mars, début avril, parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, le fleuve de la Mounouia n'arrivait plus à la mer. C'est ça qui est terrible. Alors, et troisième question, la mer d'Aral. Est-ce qu'il y a un plan de ressusciter cette mer ou il n'y a rien, ou c'est irréversible? Bon, alors je vais commencer par la dernière question, donc très brièvement. Oui, il y a un grand projet de réhabilitation de la mer d'Aral, en tout cas partielle, en recréant la petite mer, ce qu'on appelle la petite mer, en coulant des grands barrages pour retenir l'eau, donc c'est au nord, et pour reconstituer au moins une petite mer. C'est en cours. Hein. C'est en cours, oui, c'est en cours. Voilà. Et ça montre bien, quand même, c'est terrifiant comment on a pu imaginer un projet comme ça, alors même que, je veux dire, il ne faut pas être grand agronome pour considérer qu'on va à la catastrophe. Mais l'enfermement, on va dire idéologique, en tout cas scientiste, a produit ça. La catastrophe d'Aral, on tend à l'oublier, c'est pas très connu, mais c'est une catastrophe, c'est l'une des plus grandes catastrophes, je pense, environnementales en tout cas. Alors j'ai commencé par la dernière. Qui était quand même très idéologique, il faut dire. Très idéologique, bien sûr. Bien sûr. Pensée folle, quoi. Pensée folle, et pensée qui consiste à penser qu'un fleuve, le Sir Daria et la Moudaria, un fleuve, il faut utiliser toute son eau, à la limite. Les mers, ce n'était pas considéré comme important. Et donc, on a fait de l'agriculture le long de ces deux fleuves, avec ce que l'on sait, une dégradation des sols, enfin, c'est une catastrophe. Bon. C'est une vraie catastrophe. Et avec une bénédiction, une auto-persuasion idéologique, c'est ça qui est terrible. Quand le pouvoir n'arrête plus le pouvoir, voilà ce que ça donne. C'est un exemple. Maroc et Algérie, l'agriculture, alors évidemment les deux pays ne sont pas du tout logés à la même enseigne en termes d'agriculture, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes profils d'économie. Alors moi je ne suis pas spécialiste du Maghreb, on en a d'autres, mais l'Algérie a quand même, c'est une économie de rente, qui a quand même laissé très longtemps choir son agriculture. Bon, il y a eu des choix idéologiques de réforme agraire. On a repris le domaine colonial, 2 millions d'hectares, si mes souvenirs sont bons, sous Ben Bella. Et puis ensuite, Boumedienne a repris le 1 million d'hectares à des grands propriétaires algériens, parce qu'il y avait une grande propriété. Ces 3 millions d'hectares sont devenus des terres, le domaine agricole socialiste, étatisé, donc avec des collectifs. Et tout ça a contribué un peu, dans une moindre mesure, à déprécier les performances de l'agriculture algérienne. Et puis après, il y a eu reprivatisation de la terre et, entre parenthèses, la privatisation de natifs dans les régimes autoritaires, on sait ce que ça donne. C'est-à-dire, pour être clair, le domaine colonial algérien, il a profité à un certain nombre de proches du régime. Voilà. Pour tout dire, moi j'avais un thésard qui devait travailler là-dessus, il a dû arrêter. Parce que le devenir du domaine colonial algérien, on sait ce que c'est. Bon, c'est pas très correct ce que je dis, mais c'est un outil de corruption éhonté. Donc, alors l'Algérie a essayé au début des années 2000 de relancer l'agriculture parce qu'elle sent bien sa fragilité, surtout dans un contexte où le prix du gaz était en diminution, mais le temps perdu n'a pas été rattrapé. Voilà. Donc l'Algérie souffre encore d'un déficit, et alors elle cherche à mettre en culture des terres du désert au sud, mais attention, c'est le nouvel Eldorado. On veut s'identifier
à certains territoires américains. Il y a eu des coopérants américains qui sont venus, d'accord ? Sauf que cette agriculture dans le sud algérien, elle se fait au détriment de nappes qui ne se renouvellent pas. Voilà. Donc attention. Bon. Quant au Maroc, eh bien, le Maroc est resté beaucoup plus agricole, hein, c'est clair. Mais là aussi, hein, il faut le dire, avec un domaine colonial de moindre importance, hein, qui a profité clairement à l'oligarchie marocaine. Hein, quand on regarde le devenir des terres saisies. Au magasin. Profiter au magasin. Au magasin. Le Maroc n'a pas fait de réforme agraire. Hein. Il n'y a pas eu cette phase socialiste, on le sait, en monarchie. Et donc, le Maroc, c'est encore de la grande propriété et très lié au régime. Très lié au régime. Voilà. Donc, il y a ces structures traditionnelles, cette structuration sociale de la terre qui est une entrave. Et puis, je pense, et je terminerai là-dessus, je pense, pour avoir observé le développement agricole dans des régimes autoritaires est assez souvent entravé. Parce qu'il y a une verticalité qui entrave les mobilisations collectives et des paysans. Il n'y a rien de mieux qu'une autonomisation des paysans pour permettre un essor de l'agriculture. Et je crois que les États autoritaires pêchent là-dessus. C'est une entrave. C'est une entrave. L'agriculture française a explosé par les mobilisations et la structuration de ce monde agricole que je connais bien dans son rapport avec un État démocratique. Voilà. Et je crois que l'autoritarisme, c'est un sacré frein à l'agriculture. Bien sûr, il faut regarder... Voilà. Alors, Gérard, tu nous avais annoncé tout à l'heure des divergences. Il ne reste plus beaucoup de temps pour les... il y a monsieur d'abord, pardon, je n'avais pas vu. Mais ensuite, dis-nous un peu tes divergences quand même. D'abord monsieur. Avant et après les divergences de Gérard, moi j'avais une question pour compléter un peu le panorama sur la région. Est-ce que vous pouvez nous parler de Turquie, Irak, Iran, Jordanie sur la question? Je suis désolé parce que c'est une question large, mais c'est vrai que ce n'est pas des pays que vous avez mentionnés. Enfin, la Turquie a été mentionnée en introduction. Or, pour la stabilité de la région, il me semble important de les aborder. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir posé la question à laquelle je n'avais pas répondu. Vous situez des pays, je vais répondre à très grands traits. Les situations ne sont pas du tout les mêmes. La Turquie, vous avez raison. Alors, on remarque que la Turquie achète beaucoup de blé. Bon, mais ça n'a rien à... C'est pas... Je veux dire, la Turquie n'est pas fragilisée parce qu'elle achète beaucoup de blé pour le transformer et faire de la farine qu'elle exporte. Donc, ce n'est pas une question d'insécurisation alimentaire, vous voyez, en Turquie. Donc, je ne la mets pas du tout. Certes, l'économie turque peut en pâtir, mais ce n'est pas la même... Parce qu'on la montre du doigt, la Turquie est un grand acheteur de blé ukrainien et russe. Bon. D'ailleurs, sinon, sans doute qu'Erdogan serait moins cassant avec les Russes qu'il ne l'est. Tout à fait. Quand même. Tout à fait. Oui, non, ça. Donc, la Turquie, par rapport au bloc que vous dites, que vous mentionnez, elle est un peu à l'écart. Non, les trois autres pays sont dans des situations beaucoup plus inquiétante. L'Iran en particulier, qui est un gros... Alors, ça dépend des années, qui est très lié au climat. On est dans... L'Iran, c'est... pour le GIEC, le Moyen-Orient, c'est un lieu du changement climatique. Donc, il y a une irrégularité qui est consubstantielle à ces climats, mais qui est de plus en plus forte. Donc, l'Iran peut être, certaines années, un grand importateur. Dans un pays où le budget... étatique est contraint par le blocus, hein, enfin l'embargo en tout cas, l'embargo, pas le blocus. Bon. Donc, par rapport aux catégories, aux variables que je disais tout à l'heure, la capacité de l'État, elle est quand même contrainte, et la paupérisation des ménages qui fait que ce pays peut être exposé à des chocs de prix. Hein. Voilà. Donc l'Iran, c'est pas du tout la Turquie. L'Irak, eh bien, alors l'Irak, lui aussi est dans une situation dangereuse, même si effectivement la rente pétrolière fait que l'État peut amortir le choc de prix. Au-delà de toute la corruption de cet État qui est bien pointée, eh bien, l'État n'a quand même pas intérêt, enfin, il a plutôt intérêt à calmer les ardeurs, les mobilisations sociales. Là, tu supposes qu'il y a un État irakien.
Oui, j'ai le numéro de téléphone. Enfin, j'en ai plusieurs. Oui, c'est ça. Non, mais donc l'Irak, dans un moment où le prix du pétrole augmente, l'État peut avoir quand même s'il y a une déperdition financière considérable, l'Irak a quand même une capacité d'amortir le choc de prix, ne serait-ce que pour calmer les ardeurs des populations qui, elles, sont paupérisées. Par contre, on parlait d'oligarchie, à part les winners, les gagnants du système. Bon, donc l'Irak, c'est un pays très inquiétant sur la variable paupérisation de la population et dépendance à l'alimentation. Jordanie. Et la Jordanie, c'est un pays très dépendant, oui. L'État a des capacités budgétaires assez limitées. L'état de paupérisation n'est pas équivalent à ce que j'ai cité. Et puis surtout, il y a la Jordanie, un peu comme l'Égypte, dans une moindre mesure, mais se joue de sa rente géopolitique. Elle a une rente du sous-sol, c'est le phosphate, mais c'est surtout la rente géopolitique qui fait que la Jordanie, pays du, je cherche le terme, pays tampon, qu'avaient voulu les Britanniques, eh bien, se joue de sa situation pour pouvoir aussi capter les subsides. Donc, la Jordanie, il faut la regarder de près parce que quand même s'il y a cette rente géopolitique, parce que la Jordanie, on sent qu'il y a quand même... elle est restée un peu à l'écart des révoltes de 2011, parce qu'il y a eu un désamorçage politique, il y a eu 3 premiers ministres qui ont été évacués, le roi est resté, mais on sent qu'il y a quand même du mécontentement social. Donc c'est un pays à regarder. On a l'impression qu'ils ont plus peur de ce qui se passe sur l'esplanade des mosquées que les problèmes de blé. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais voilà. Gérard, j'ai fait la réponse aux 4 ? Gérard, tu as 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour qu'on entende tes divergences et que tu y répondes. Je ne vais pas prendre 5 minutes, quelques instants simplement pour approuver tout à fait ce que vous avez dit ce que tu as dit sur le Maroc, en particulier sur la privatisation des anciennes fermes coloniales qui étaient les plus performantes du point de vue des productions. Et ces productions ont été orientées, je souligne, déjà vers l'exportation. Et là, il y a un choix qui a été fait au Maroc de continuer d'une certaine façon les politiques d'exportation de produits agricoles, sur lesquels il faut revenir en détail. Mais on n'a pas bien le temps de parler spécialement de ce cas. Je voudrais quand même insister sur le fait que, à mon avis, tu sacralises à l'excès l'irrigation. Parce que pour moi, l'irrigation n'est pas une panacée du tout. Et à partir de l'exemple du Maroc, j'ai fait plusieurs travaux pour montrer que l'utilisation des eaux au fil du réseau hydrographique pouvait donner elle donnait des meilleurs résultats dans l'agriculture traditionnelle que la construction de grands barrages et l'édification de grands périmètres irrigués à forte capacité. Donc à mon avis, il faut vraiment revoir la question des grands barrages dans tous les pays, parce qu'on sait bien que dans un grand barrage, l'eau s'évapore, se transforme, et il y a des pertes absolument énormes qui peuvent être compensées. Et ça rejoint la querelle des bassines qui, en France, crée un conflit politique réel. Merci, Gérard. Oui, Pierre. Gérard, je constate qu'on n'a pas de désaccord. C'est-à-dire, non, c'est pas parce que je dis que cette région-là a développé l'hydraulique agricole que je partage ce choix-là. C'est simplement le constat de quelqu'un qui observe cette région et qui voit qu'après les indépendances, un certain nombre de pays ont vraiment donné la priorité à l'agriculture irriguée. Ça ne veut pas dire que c'est mon choix. À l'agriculture irriguée parce que considérée comme étant un des vecteurs les plus puissants, l'irrigation, de la productivité.
pour arriver à l'autosuffisance. C'était le grand dessein du parti Baas en Syrie, de l'Égypte, ça a été un peu, bien sûr, Assouan. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce que je dis que ces pays ont fait ce choix-là que j'ai été le conseiller de ce choix-là. D'ailleurs, j'étais pas né. Donc, je suis d'accord avec toi. On voit bien les risques, etc. Bon, on va revenir sur les incidences de ces barrages en termes d'évaporation, etc. Et je compléterai. Tu as dit une première chose qui est un autre débat, c'est effectivement le Maroc et toute cette région, dans les années 80-90, après ce choix d'une recherche de l'autosuffisance, le Maroc a fait la même chose, le million d'hectares irrigués, à Sam 2, voilà, pour l'autosuffisance alimentaire. Voyant qu'ils ne réussissaient pas, ils ont changé de pied dans le cadre plus ou moins de politique d'ajustement structurel, d'accompagnement par le FMI. On a basculé plus vers non plus une agriculture d'autosuffisance, mais une agriculture fondée sur ce qu'on appelle les avantages comparatifs, et donc aller vers des productions d'exportation. Ne pouvant pas tout faire, faisons en sorte de faire le mieux qu'on puisse faire. Et ça n'a pas vraiment marché. Voilà. Une toute dernière question, et tu n'auras pas le temps d'y répondre en détail, mais comme tu l'as évoqué toi-même, je me permets de conclure comme ça. On a l'impression que sur les révolutions arabes, on a tordu le bâton dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a eu une première période où on tordait le bâton vers l'idéologie. C'était les révolutions de la dignité, les révolutions de la démocratie, les révolutions des jeunes qui ont des Facebook et Twitter et tout ça. Là-dessus interviennent des gens comme Gilbert Achcar qui disent « mais non, il y a une base économique et sociale, et on peut que comprendre ça ». Mais parfois, ça devient, on tord le bâton dans l'autre sens. D'ailleurs, il n'y a plus que les déterminants économiques et sociaux. Donc, dans cette question à laquelle vous avez consacré avec Jean-Paul un livre tout récent aussi, comment tu te situes? Bon, on n'a pas le temps de développer, mais ça me paraît une question très importante, au-delà du sujet. C'est-à-dire, c'est la seule chose peut-être que le président de la République nous aura légué, c'est le « en même temps ». Or, en même temps, il en a fait un mauvais usage, mais intellectuellement, c'est très important en même temps. Bien sûr. Moi, je pense que les questions sociales sont au cœur, mais elles ont d'autant plus de détonation que les pouvoirs confisquent, sont prédateurs, voilà, et autoritaires. C'est-à-dire que moi, je reviens au triptyque, c'est prédation économique, confiscation autoritaire et échec économique. C'est tout ça qui fait ces révolutions. Et la question alimentaire, pour revenir là-dessus, elle peut être au mieux un catalyseur, un déclencheur. Mais même si en 2011, je terminerai peut-être là-dessus, même ça, je le relativise, contrairement, alors peut-être que je me trompe, je n'ai pas arrêté, mais ce que j'ai pu regarder quand même de près en 2011, c'est qu'en janvier 2011 et début d'année 2011, quand les prix avaient augmenté, plus qu'en 2008, où il y avait eu des émeutes de la faim ailleurs, tous les pays de la région, ça c'est très intéressant, ont augmenté leurs subventions aux produits importés. Pensant, c'est-à-dire en creux, que on allait calmer le jeu. Ça n'a rien calmé. Au Koweït, pays rentier, on avait même décidé la gratuité, je crois, sur l'huile, le sucre et la farine, et le blé, et la farine. Ça n'a pas calmé. Bon, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tous ces pays ont pensé que ça participait d'une émeute de la faim parce que dans cette région, il y a eu des précédents. 1977 en Égypte, 1984 en Tunisie, 1988 en Jordanie, il y a eu des soulèvements eu égard à la cherté des prix alimentaires. Donc on ne peut pas négliger la question alimentaire, mais voyez, ça n'a pas calmé les ardeurs. Parce que, sans dire que les humeurs étaient ailleurs, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. Et moi je crois que, très modestement, je pense que c'est un rejet politique et sur un mal-être social et économique. Quand je dis ça, je ne me suis pas beaucoup mouillé. Mais c'est quand même le rejet de l'autoritarisme, de la corruption. Moi, je crois que la corruption... il y a eu des enquêtes d'opinion, l'Arab Barometer en 2014-2015, qui montrait que le déterminant premier des révolutions, c'était la corruption. C'est-à-dire auprès des populations arabes. La corruption. La corruption est d'autant moins acceptable quand les situations économiques et sociales sont délétères. On ne supporte plus. Voilà. Donc c'est cet ensemble-là. Et les inégalités. Et pour finir, sur ce qui nous concerne, nous, vieille démocratie,
Je pense que la perception d'une inégalité est terriblement délétère pour ce régime et pour les démocraties aussi. Mais je te finirai là-dessus. Merci beaucoup, Pierre, c'était passionnant. Merci à vous. Comme toujours. Merci Dominique. Merci.